toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments ce matin. Il fait d'habitude chaleur écrasante déjà à cette heure-là à Aix-en-Provence. Il pleut même, je ne sais pas si cela annonce des changements politiques, on en reparlera peut-être, mais pas à cette session. Sous le haut patronage du président Lorenzi, je voudrais introduire cette table ronde qui est intitulée « La fin des énergies fossiles, les révolutions technologiques et le monde d'après ». Et j'apprécie que les organisateurs aient associé ces trois éléments parce que je pense que ça rendra notre débat d'autant plus riche, vous le verrez. Avec nous pour en parler, un plateau exceptionnel avec Thomas Beuberl, le directeur général d'AXA. Bonjour Thomas. Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total Énergie, et Anne Rigaille, directrice générale d'Air France. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin, l'intitulé de la table ronde étant assez clair, de vous en dire plus sur le monde d'après, mais juste, on vit quand même une période, je pense, politique particulièrement importante dans le monde entier, pas seulement en France. On peut penser à ce qui se passera dimanche, on peut penser à ce qui s'est passé le 9 juin aux élections européennes, on peut penser à ce qui se passera aux États-Unis dans quelques mois. Je pense que cette question de la transition écologique est d'abord éminemment politique, et évidemment, c'est aussi sur ce terrain-là qu'on aura l'occasion d'échanger tous les trois. Peut-être pour en parler d'abord avec Kathleen Schubert du Cercle des économistes, nous faire une présentation des principaux enjeux que vous attendez de cette table ronde. Merci. Donc, pour commencer, vous dire que la fin des énergies fossiles, ce n'est pas une option, en fait, c'est une obligation. Si on extrait et qu'on brûle l'ensemble des énergies fossiles, les réserves prouvées, c'est-à-dire ce qu'on sait qu'on a et qu'on peut extraire au coût et au prix actuel, en fait, le budget carbone va exploser et les 2 degrés qui sont la limite maximale supportable, disons, que la communauté internationale s'est donnée, vont complètement exploser également. Donc on va avoir des augmentations de température de 3, 4, 5 degrés. Donc ça, c'est une évidence scientifique. Il n'y a pas de doute scientifique là-dessus. C'est vraiment quelque chose que l'ensemble des travaux montrent très très bien. Et également que les organisations internationales, dont l'Agence internationale de l'énergie, répètent à l'envi depuis quelques années. Donc en fait, sur le plan scientifique, c'est extrêmement simple. On ne peut pas extraire et brûler l'ensemble des énergies fossiles qu'on sait qu'on a dans le sous-sol. Évidemment, ces énergies fossiles ont une très très grande valeur actuellement, et si on ne les sort pas de terre et qu'on ne les utilise pas, la valeur tombe à zéro, et de façon assez naturelle, les États et les entreprises qui possèdent ces énergies ne sont pas très contents. Donc évidemment, ils font leurs meilleurs efforts pour empêcher que ça se passe ou retarder en fait cet échouage de ces actifs. On appelle ces actifs qui ne seront pas utilisés des actifs échoués. Je pense qu'on a vu un exemple très, très parlant de ça à la dernière COP, à la COP 28, dans laquelle il y a eu, à la fin de la COP, des discussions absolument byzantines sur le vocabulaire à adopter pour parler des énergies fossiles. Est-ce qu'on disait « phase out », donc supprimer les énergies fossiles, ou alors est-ce qu'on disait « transitioning away », c'est-à-dire faire une transition plus douce vers la fin, disons. Et ils ont parlé de ça pendant des heures, ce qui, sur le plan symbolique, est assez important. Donc, je pense que c'est vraiment une question centrale. Donc, cette fin des énergies fossiles est une obligation. Évidemment, cette fin des énergies fossiles, elle peut arriver plus ou moins vite. Et plus elle sera tardive, plus on aura émis beaucoup de carbone et plus l'augmentation de température, évidemment, sera importante. Si on regarde les scénarios énergétiques, les scénarios des États et des entreprises pétrogazières, ce qui est extrêmement frappant pour un économiste, c'est que ces scénarios sont fondés tous sur une augmentation de la demande de fossiles dans le futur, une augmentation conséquente. Bon, il suffit de voir l'augmentation, par exemple, qui est prévue pour le transport aérien, dont vous pourrez nous parler, qui est vraiment très importante. Ceci est en contradiction totale avec ce que j'ai dit avant, donc avec le fait qu'il ne faut pas explorer et sortir de nouvelles énergies fossiles de terre. Donc c'est complètement en contradiction. Alors est-ce qu'on est complètement schizophrène ou est-ce que... pourquoi cette contradiction ? Je pense que c'est une question qu'on pourra discuter parce que c'est une question très importante. Je pense qu'en fait, personne ne croit réellement, enfin au moins dans ce domaine-là, personne ne croit réellement que le monde sera capable de mettre en place une politique climatique suffisamment sérieuse
pour qu'effectivement on sorte des énergies fossiles dans les temps impartis et sans exploser le budget carbone. Je crois que c'est vraiment là le point central. Et on voit bien à quel point, en France en particulier, la politique climatique, le climat est devenu un marqueur politique extrêmement fort. On voit bien donc qu'il n'est pas du tout facile de mettre en place une politique climatique. On voit bien que les programmes, certains programmes actuels qui nous sont présentés, les programmes politiques sont basés sur le blocage du prix des énergies. On voit bien à quel point des énergies à prix bas, des énergies fossiles à prix bas, semblent importantes pour les gens, en fait. Donc voilà, on a là un sujet. Dernier point. Et admettons quand même que cette sortie des énergies fossiles se fasse. Alors donc, il faut penser au monde d'après. À quoi va ressembler ce monde d'après? Quelle technologie? Par quoi va-t-on substituer les énergies fossiles? À quel coût? Quel modèle économique? Est-ce que c'est des coûts monstrueux, en fait, qu'il faudra accepter de payer? Voilà, je pense que ces questions sont celles qu'on va discuter maintenant. Merci beaucoup, Kathleen. Je crois que vous avez tout à fait bien posé les enjeux du débat. Je vais peut-être commencer avec Patrick Pouyanné et je vais citer un journal que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Opinion. Le dessinateur K avait dessiné un petit dessin, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui présentait un automobiliste qui faisait le plein. Et il regardait Patrick Pouyanné, qui était donc ainsi présenté dans ce dessin, lui disant « Tu n'as pas fini de m'obliger à polluer ». Patrick Pouyanné, j'ai envie de vous poser la question parce que vous le dites souvent, la demande aujourd'hui de pétrole continue à augmenter dans le monde. Ouais. Et donc, comment est-ce que vous faites pour sortir des énergies fossiles dans ce contexte? Mais il ne s'adressait pas à moi, c'est Carlos Tavares qui devrait être sur le dessin. C'est pas moi qui fabrique des voitures. C'est bien ce que j'avais compris. C'est pas les producteurs et les pétroliers qui fabriquent l'offre. C'est une question de demande. C'est très sympa votre introduction, je suis désolé, mais bon, je ne vais pas commencer comme ça parce que... Non, mais ça n'a... Entre nous, il n'y a pas de problème. Allez, on reprend les sujets à zéro parce que quand même, il faut remettre un peu... Donc, pour poser les enjeux, bon. Patrick, sur les enjeux de la demande... Quelques rappels. Bon, d'abord, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, effectivement, on consomme de l'énergie sous forme d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que en fait, l'homme a cherché pendant des siècles les énergies les plus meilleurs marchés. Et il se trouve qu'avec le charbon... et le pétrole, il les a trouvés, notamment le pétrole, c'est l'énergie la plus dense, c'est l'énergie mais la meilleure marché. On ne pourra pas faire mieux, et le problème qu'on a, c'est qu'elle émet du carbone, donc il faut s'en passer. Bon, simplement, quelques éléments pour que tout le monde travaille bien en tête. Quand je suis rentré dans cette énergie, dans le pétrole, il y a 25 ans, l'énergie fossile représentait 82% du mix énergétique mondial, au niveau du monde, parce que c'est un sujet mondial, ce n'est pas un sujet français. Aujourd'hui, c'est 81%. Alors vous allez me dire, on n'a rien fait, mais si on a fait beaucoup de choses. Dans l'intervalle, la population mondiale a cru de croître à peu près d'1,2% par an, 2 milliards d'habitants. Et la demande en énergie, parce que cette population mondiale croît, parce que la plus grande majorité de la population mondiale aspire à un meilleur niveau de vie dans beaucoup de pays émergents et donc a besoin de plus d'énergie, croît, et a cru encore l'an dernier, de 2% par an. Alors comment on couvre ces plus 2% par an ? Eh bien, il se trouve que l'an dernier, on a fait beaucoup de renouvelables. On a battu le record, 600 gigawatts, mais ça n'a représenté que 40% de l'accroissement de la demande. Pour l'instant, on construit, on investit dans des énergies bas carbone, mais on n'arrive pas encore à couvrir la demande additionnelle de l'année. C'est pour ça que le stock, il n'arrive pas encore à baisser, d'où les appels qui ont été faits à Dubaï, qui sont très pertinents. Le premier, c'est doubler l'efficacité énergétique, parce que si au lieu de croître de 2% par an, on croît de 1% par an, eh ben, le problème, il va être un peu plus facile à régler. Et deux, tripler les énergies renouvelables, parce que vous voyez bien que si on est capable de faire 3 fois plus, eh ben, a priori, on va réussir à couvrir enfin la croissance annuelle. Après, il faudra s'attaquer au stock. Bon, sachant que les énergies renouvelables, ça permet de faire un certain nombre d'énergies, d'électricité, mais tous les usages ne sont pas électriques. On a besoin d'énergie pour se chauffer, on a besoin d'énergie, alors on peut mettre de l'électricité pour se chauffer. Pour se déplacer, on pourra mettre des véhicules électriques, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore électriques. Et ça, c'est l'équation dans laquelle on est. Donc une croissance mondiale, une demande en énergie. Et d'ailleurs, Dubaï, ce n'était pas que simplement, je dirais, symbolique, les mots en question. Derrière tout ça, il y avait un combat qui n'était pas entre pétroliers et européens, il était entre pays émergents européens. Il faudrait quand même regarder le monde tel qu'il est. Ce n'est pas un problème de pays pétroliers, c'est que les pays émergents aujourd'hui, eux, ils n'acceptent pas un diktat de nous disant « vous ne pourrez pas,
vous développer au même rythme que ce que nous avons fait. Et les mots sont importants parce que le transitioning away, les Français ont oublié ce qui est écrit derrière, c'est transitioning away in a just, orderly and equitable manner. Voilà la phrase exacte. Et tous les mots sont importants. Et si certains pays ont signé cet accord, c'est parce que tous les mots, c'est important. Et les mots, c'est qu'en fait, le sujet climatique est un sujet mondial. On peut faire tous les efforts, et on doit faire plus d'efforts ici, parce qu'effectivement, on a une responsabilité historique, puisque nous, on a développé notre monde, et notre économie, et notre bien-être grâce aux énergies fossiles, mais ça ne sert à rien si on ne le fait pas faire, si on n'arrive pas à entraîner tout le monde. Et donc, il faut trouver cette... Et c'est là le sujet. Le sujet, c'est le mot transition. À quel rythme pouvons-nous aller? Alors, juste... Le rythme auquel on peut aller, c'est le rythme auquel les innovations... Parce qu'en fait, il faut changer la demande. Il faut changer la demande, il faut changer le pattern de la demande. Donc, il faut plus électrifier tous nos processus, c'est un sujet. Mais il faut aussi que les avions, dont va parler Anne, acceptent plus que 50% de SAF. Aujourd'hui, les constructeurs nous disent au-delà de 50%, on ne certifie pas les moteurs. Il faut que les véhicules, ils s'électrifient, mais quand en Europe on dit 2035, avec un débat d'ailleurs actuellement qui se réveille sur le 2035 dans beaucoup de pays européens, à quel rythme on va pouvoir faire tout ça? Et le rythme, on voit bien par quoi il est dicté. Il est dicté par le prix de l'énergie. Parce que, qu'on veuille ou non, le sujet, c'est pas simplement de faire la transition, c'est qu'elle soit juste, équitable. Et le prix, c'est même dans nos sociétés. Regardez quel est un des débats principaux de nos élections en France. C'est le prix de l'énergie. Taxe sur l'électricité, enfin d'ailleurs, c'est le concours Lépine des idées, là. Mais, et c'est ça qui est compliqué à faire. Parce qu'encore une fois, l'énergie, c'est un bien essentiel, et que les gens, c'est du pouvoir d'achat, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le consomment. Et donc, ils n'ont pas envie, ils veulent faire la transition, ça c'est la partie gauche du cerveau, la partie droite l'a dit, mais pas cher. Mais Patrick... je suis désolé, toutes les énergies que nous sommes en train de développer, parce qu'elles ont des caractéristiques simples, c'est qu'elles sont moins denses, elles coûtent plus cher. Voilà. Et donc, moi, je ne sais pas faire la transition sans que ça soit plus cher. Et la seule réponse que je vais apporter à ça, c'est qu'elle ne peut se faire que graduellement. Si on sait faire graduellement, comme on le fait dans l'aviation, 1%, 2%, 3%, 6%, 10%. Et c'est là la difficulté avec ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on a du mal à réconcilier l'urgence et la capacité de nos sociétés, de nous, de nos consommateurs, de nos citoyens, à faire un Big Bang qui ferait que tout ça coûterait une fortune. On ne sait pas le faire. Je ne sais pas que je ne veuille pas le faire. Donc, vous savez, pour Total Energy, on investit de plus en plus en électricité. Moi, je n'ai pas de problème pour faire plus d'électricité. Mais voilà. Donc, c'est ça l'équation dans laquelle on est et qui fait que le mot transition, il faut trouver un moyen à la fois d'avancer, de le faire, mais ne rêvons pas. Vous voulez tous avoir de l'énergie tous les matins. Et donc, il y a un truc qu'on ne pourra pas faire et qui ne marche pas du tout. Le système A fossile que je vous ai décrit aujourd'hui, c'est celui qui nous fait vivre. Tant qu'on n'aura pas construit un système décarboné, on ne sait pas abattre le premier. Il faut qu'on continue à vivre et c'est toute la difficulté. Pour l'instant, on n'en est même pas à arriver chaque année à éviter d'ajouter du fossile. Alors, il faut, tant qu'on n'aura pas construit ce système bas carbone, c'est compliqué d'abattre le premier. Donc, il faut... mais l'équation, elle est à la fois, elle n'est pas que du volume, c'est pas simplement une question de volonté ou de préserver des réserves. Rassurez-vous, Total Energy n'a que 15 ans de réserve. Donc, moi, j'ai pas de problème. Je sais, ou 18 ans, pardon. Donc, je sais pas, c'est pas nous qui nous défendons tout cela. Mais en fait, il faut qu'on arrive à rendre l'équation économiquement compatible. C'est bien l'enjeu de cette table ronde. Merci de cette première introduction. On va... Oui, non. Merci, vous vous applaudirez chaleureusement tout le monde à la fin surtout. C'est vrai qu'on a commencé fort, alors on va continuer avec vous Thomas Beuberl, peut-être sur ce que vient de dire Patrick Pouyanné, c'est-à-dire que comment on résout l'équation, sinon par des changements politiques, par des changements de comportement, par des changements de société. Ce monde d'après, il faut le faire maintenant. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ce que dit Patrick Pouyanné, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables, avec l'urgence climatique, qui évidemment est un élément dont vous êtes vous-même obligé de tenir compte dans vos investissements, par exemple, ou dans votre modèle d'affaires? Je pense d'abord, il faut dire que cette révolution industrielle qu'on a vue les dernières années, la révolution technologique, nous a amené à un progrès énorme, et c'est aussi ça dont on profite aujourd'hui. Mais on doit aussi considérer que ce modèle arrive à l'échéance, et ce modèle n'est plus soutenable. Mon regard, je ne suis pas producteur du pétrole ni producteur des automobiles, mais un assureur voit très bien tout ce qui se passe dans une société et tout ce qui se passe dans une économie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Et certainement que les événements climatiques vont nous empêcher de garder ce modèle à vie. Pourquoi? Parce qu'on les a tous toujours eux. Il y a 20 ans, on a toujours eu quelques ouragans. Ils ont passé plutôt au même endroit. Et ce changement climatique, ces catastrophes naturelles ont été loin de nous. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce que les événements, la fréquence des événements a beaucoup augmenté et ces événements sont très proches de nous. Vous êtes chacun, chacune considéré, vous avez chacun, chacune des amis, de la famille qui est confronté par la sécheresse. Au point, Thomas, qu'on se demande si le monde sera encore assurable. J'y vais y arriver. Une seconde. Alors, la question est exactement ça, comment on peut vivre avec ça? Alors, on est tous confrontés et deuxièmement, avec le temps, la fragmentation sociale continuer à se développer. Ça veut dire qu'on n'a pas uniquement un défi climatique qui veut dire comment on peut réduire la fréquence de ces événements. On a aussi une question, comment on peut garder notre société ensemble et garder vraiment cette diversification dans la société. Et c'est ça qui nous fait du mal. Et quand on parle sur la question du changement graduel, je suis complètement d'accord. On ne peut pas continuer à pénaliser, il faut accompagner, mais c'est une question de vitesse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la partie des événements climatiques, il est clair, si on ne change pas notre comportement, si on n'est pas prêt à nous-mêmes nous investir pour mieux lutter contre ces changements climatiques, on va avoir plus de problèmes. Je vous donne un exemple. Si vous prenez aux États-Unis l'ouragan Katrina, et il y a un autre ouragan à peu près 15 ans après qui s'appelle ouragan Irma. Même trajectoire, il est intéressant que les coûts ont baissé dans le temps de 60%, quand même dans une période où on a eu de l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les particuliers, les entreprises, les États ont investi dans la prévention. Ça veut dire, au lieu de reconstruire exactement la même chose dans la vieille manière, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger contre le prochain événement climatique? Et à mon avis, ce sujet de la prévention va devenir beaucoup plus central. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mieux protéger de demain? Et certainement, en termes d'assurance, la question arrive toujours, est-ce que le monde de demain, ou même d'aujourd'hui, est encore assurable? Oui, ce monde est assurable sous condition qu'on se dépêche sur la transition climatique. Et dépêcher veut dire le faire dans une manière que c'est digérable du point de vue inclusion sociale. Et deuxièmement, ça veut dire aussi il faut accepter qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on est tous responsables en intégrant et en pratiquant de la prévention pour qu'on puisse mieux maîtriser ces événements climatiques qui vont encore durer longtemps. On va poursuivre le débat avec Anne Rigail, mais Kathleen voulait dire un mot. Oui, je voulais juste vous poser une question. Pourquoi finalement est-ce que les grands assureurs sont sortis des alliances zéro carbone Parce que... Ça c'est relativement simple. Alors, moi, je suis un très grand ami de ces associations et c'était aussi à l'époque AXA qui a initié ça. L'idée était qu'on se mette d'accord sur des principes d'accompagnement de cette transition. Il se trouve qu'on a bien progressé, mais il se trouve aussi que c'est un sujet relativement difficile du point de vue politique. Et on a une vue différente en Europe qu'on a aux États-Unis. Et si un jour vous êtes confronté avec une demande de 24 Attorney General aux États-Unis qui vous dites on va vous poursuivre parce que vous ne respectez pas les lois de la compétitivité, qui est complètement faux. Moi, je suis assureur, j'aimerais rester assureur et pas me battre dans les cours de justice américains. Ça veut dire on est sorti de cette alliance, mais on a continué exactement le même chemin. Merci. On reprendra peut-être le débat sur l'ESG dans quelques instants, mais on voudrait entendre Anne Rigail qui déjà a entendu Patrick Pouyanné parler des carburants durables de l'aviation. Donc peut-être pour refaire l'équation rapidement, parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas, il y a un débat aujourd'hui sur faut-il ou
continuer ou pas de prendre l'avion. Si on regarde la réalité post-Covid, on n'a jamais autant pris l'avion dans le monde, si je prends les derniers chiffres de IATA. Mais il y a effectivement des règles qui sont en train de changer, qui vont s'appliquer à tout le secteur aérien, avec une obligation d'incorporer 5% de carburant durable, on appelle ça les SAF, d'ici 2030. Alors, Anne Rigail, pour Air France, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez les trouver? Est-ce que Patrick Pouyanné, mais je vous encourage à en échanger entre vous, on a déjà commencé tout à l'heure, à quel prix va-t-il pouvoir vous les fournir? Et je terminerai la question en disant, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde et pour tous les modes de transport? Alors, si vous le permettez, je vais commencer par mettre un peu en contexte, parce que les SAF, finalement, c'est ce qu'on fait quand on a épuisé tous les leviers. Et puis peut-être pour répondre à la question de la croissance du transport aérien, juste remettre en perspective, en Europe, on est sur des croissances un peu plus matures. Quand on dit qu'on fait exploser les émissions carbone, quand on regarde entre 2005 et 2019, on a baissé en valeur absolue les émissions carbone d'Air France de 6%. Pourquoi? Parce que la technologie des avions s'est améliorée au fur et à mesure. Et c'est pour ça que le premier levier de décarbonation, aujourd'hui, ce n'est pas les SAF, ça va le devenir. C'est des avions neufs. C'est les avions neufs. Et donc, chaque euro disponible, on va d'abord le mettre dans de l'investissement de flotte. Et vous en investissez beaucoup en ce moment, des avions neufs? 1 milliard d'euros par an dans ces avions, 60 Airbus 220, à peu près 60 Airbus 350, chaque avion étant 20 à 25% de moins en intensité carbone que les avions qui remplacent. Donc je commence par dire ça. Puis on va aussi utiliser tous les leviers opérationnels, les routes optimisées, les emports où on va regarder combien de repas vous consommez à bord pour en mettre le moins possible à bord, etc. Donc c'est vraiment important de dire que on fait l'électrification au sol, le quantique, les routes, voilà, tout ça c'est la technologie. L'intermodalité avec la SNCF, le Orly-Marseille aujourd'hui, ou l'alimentation de nos hubs, tout ce qu'on peut faire avec le train, on le fait. Il y a 41 routes TGV qui sont connectées. Vous allez nous faire adorer le train, c'est ça? Eh bien oui, on essaye. En tout cas, on fait en sorte que le voyage train-avion ne soit pas un cauchemar. Mais une fois qu'on a fait tout ça, effectivement, ça ne suffit pas, puisqu'il faut doubler à peu près les baisses d'émissions carbone que nous faisons. La première échéance que nous nous sommes fixée, c'est 2030, où l'ambition est de faire moins 30% d'émissions de CO2 par passager kilomètre. Et pour ça, on a besoin de SAF. Et d'ailleurs, il y a des mandats européens également. Le premier mandat européen qui va arriver, c'est l'an prochain, 2% de SAF. Et ensuite, on sera à 6% de SAF en 2030 pour tous les vols au départ de l'Europe. J'en profite pour faire un tout petit peu de pédagogie sur les SAF. On entend beaucoup, oui, mais les SAF, ça va être en compétition avec les nécessités d'alimentation, l'accroissement du besoin alimentaire mondial. Les SAF qui sont autorisés par l'Europe, ce n'est pas de compétition avec l'alimentation, jamais, ni humaine ni animale, et ce n'est pas de déforestation. Et nous, quand on achète des SAF, que ce soit en Europe, en France, à Patrick ou à d'autres, ou alors aux États-Unis pour nos vols qui partent des États-Unis parce qu'on veut aller au-delà, ce sont toujours des SAF qui respectent les réglementations européennes. Et ça, c'est extrêmement important. Après, les deux questions sur les SAF, c'est évidemment, est-ce qu'il y en aura assez? Aujourd'hui, il y en a assez. On a sécurisé dès 2022 un tiers de nos besoins à l'horizon 2030 avec des partenaires comme Nestlé, comme DG Fuel, comme Total, avec qui on a signé un MOU qu'on est en train de transformer en contrat ferme. Donc, on pense qu'il y en aura assez. Évidemment, après 2030, se pose la question, parce que les mandats, ils montent avec une échelle extrêmement lourde. On devra mettre 20% en 2035. Et en plus, dans ces SAF, il y a plein de différences de SAF. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. On nous demande aussi d'aller incorporer une partie d'e-fuel. Et là, la question de la disponibilité des e-fuels, vous savez, ces carburants qui sont créés à partir de CO2 et d'énergie décarbonée, il y a une vraie question d'arriver à en avoir assez. Donc il y a une question de volume, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est le prix. C'est combien ça coûte du SAF. Et bien justement, on va se tourner vers votre voisin pour parler des SAF, parce que évidemment, des SAF pour tout le monde, tous les modes de transport, à quel prix? C'est une transformation industrielle aussi pour vos raffineries, c'est des investissements, et c'est un changement effectivement de modèle. À quel prix et quel SAF? Est-ce que ces SAF seront si verts que ça? Écoutez, en Europe, le sujet est traité puisqu'il y a un mandat, il y a des règles. Pour l'instant, c'est le seul continent qui a des règles, parce qu'on parle beaucoup de SAF. Aux États-Unis, moi, j'ai beaucoup d'intentions, j'ai encore pas vu les règles. Or, ce qu'on observe dans ces
nouvelles énergies bas carbone, c'est que beaucoup de gens se déclarent volontaires jusqu'au moment où on leur envoie la facture, quoi. Là, la volonté commence à diminuer parce qu'ils ont des clients et qui sont en compétition avec d'autres. Et c'est vraiment un problème de level playing field, de compétition égale. Les Européens ont décidé que sur le sol européen, on pouvait avoir des règles égales, sauf que certains commencent à dire on va aller à Istanbul pour chercher peut-être d'autres pour aller prendre du carburant. C'est facile de contourner l'Europe dans un certain nombre de domaines. Au passage, les effets de la politique, j'étais à Bordeaux il n'y a pas longtemps, j'ai voulu prendre un avion pour rentrer à Paris, j'ai eu tort, les trains étaient pleins. Et je me suis rendu compte, j'ai découvert en discutant avec le patron de l'aéroport qu'on ne pouvait plus vraiment aller autrement qu'à Roissy en connexion. Par contre, Turkish Airlines a mis des lignes sur Bordeaux et les gens de la région bordelaise maintenant prennent Turkish Airlines pour partir en vacances. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait progresser la planète, je suis même sûr du contraire. Mais ça, c'est le résultat des lois françaises quand on regarde le sujet à un niveau que local. Pardon pour cette incidence, mais je trouve ça assez ridicule de vouloir faire des soi-disant du bon comportement qui induit des comportements exactement inverses que l'objectif initial. Comme je suis bordelais et que j'ai un peu râlé ce jour-là quand même, je voulais le dire parce que les entrepreneurs de la région bordelaise, je peux vous dire qu'eux, ils sont sacrément en colère contre ce genre de décision qui est prise, on ne sait pas très bien comment, à Paris, sans vraiment regarder toutes les conséquences locales. Et après, on s'étonne d'avoir des sujets dans des élections. Je reviens sur le sujet des SAF. Donc, on va les produire, bien évidemment, on va les produire. Alors après, on va les produire. Le sujet n'est pas tant la technologie que la production. On sait produire des carburants aériens durables à partir de biomasse, de déchets de graisse animale, de déchets d'huile de cuisson. Tout ça, on sait le faire. D'ailleurs, la beauté de l'affaire, c'est qu'on sait le faire on sait réutiliser une partie de nos unités de nos raffineries pour le faire. Donc, en fait, c'est une transition de nos propres raffineries. On a transité la MED, on fait en puits. On en fera une autre, puisqu'on en fait une tous les 5 ans à peu près, parce il se trouve qu'il y a un nouveau marché pour nous. Donc on aura moins de pétrole, moins d'essence, moins de diesel, on réoriente, on garde les emplois, on garde les compétences, et on fait ces nouveaux produits. Donc pour moi, c'est la transition idéale, je dirais. Donc j'ai aucun doute, ça nous coûte à chaque fois 300, 400 millions d'euros d'investissement, on le fait, et on continuera à le faire. Après, la vraie question, ce n'est pas tant d'ailleurs la fabrication que les matières premières. Parce qu'il faut qu'on trouve ces huiles de cuisson, il faut qu'on trouve ces graisses animales. L'Europe et les compagnies aériennes sont exigeantes, effectivement, ne veulent pas entendre parler d'huile végétale. Il faut trouver les gisements. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on s'adresse à des filières qui ne sont pas très organisées. La collecte coûte cher. Et aujourd'hui, et par ailleurs, ces mêmes matières premières, elles ne servent pas que pour les avions. Elles vont servir pour les faire des biocarburants pour les camions. Elles peuvent servir éventuellement pour les bateaux, mais les bateaux, ils payent moins cher, donc ce n'est pas eux qui les auront. Après, il y a d'autres technologies. Mais alors, la question qu'on se pose, nous, et là encore, quand je vois que l'Europe arrive à... Moi, je ne comprends pas comment on peut décider à un niveau de politique européen de décider des technologies qu'on doit utiliser. En gros, quand on fait des SAF à partir de biomasse, que je viens d'écrire, déchets, c'est à peu près 3 à 4 fois plus cher qu'un kérosène pétrolier. 800 $ la tonne, 600, 800, vous passez à 3000, 2500, 3000 en gros. Quand vous allez chercher les fameux fuels synthétiques dont on me demande d'en faire 1%, 1,2% en 2030, ils coûtent 8 à 10 fois plus cher. Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi... Alors, le but, c'est d'abattre des émissions. Pourquoi il faut qu'on investisse dans des matières premières, des carburants synthétiques qui vont coûter 8 à 10 fois plus cher, alors qu'on n'a pas épuisé le stock de ceux qui coûtent 3 à 4 fois plus cher. Moi, j'ai appris d'investir mon capital suivant les économistes, je devrais ça, mais dans le sens croissant de la cost merit curve. Et entre les deux, d'ailleurs, avant les fuels synthétiques, il y a quelque chose qu'ils appellent faire de l'alcool pour faire du kérosène, de l'alcool tout jet. Ça, c'est 5 à 6 fois. Donc moi, j'ai envie de faire d'abord 3 à 4, puis 5 à 6, puis 8 à 10. On me demande, parce qu'il paraît qu'il y a des gens savants qui savent quel est le meilleur optimum pour le climat, d'aller faire du 8 à 10 fois. Naturellement, après, quand je dis ça et que je vais dire à Anne, bah, écoute, ça va coûter 8 à 10 fois, et qu'on va mettre 1% de ça dans le prix de l'avion, dans le prix du billet, bah, il y a un impact significatif. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces réglementations ne sont pas faites en termes d'émissions d'abattre du carbone et qu'on nous demande de décider des technologies. C'est super compliqué. Alors, juste pour vous dire, pour faire un fuel synthétique, alors en plus, les Européens, on est pur et dur, nous. C'est-à-dire qu'on veut le meilleur fuel synthétique possible. Il faut combiner de l'hydrogène vert, donc il faut prendre de l'eau, faire de l'électrolyse de l'eau, fabriquer de l'hydrogène. Déjà, ça, à l'échelle industrielle, pour l'instant, ce n'est pas maîtrisé. Il faut trouver du CO2 biogénique. C'est-à-dire que CO2, pas le CO2 qui vient des cheminées d'une usine, parce que celui-là, il n'est pas bon, du CO2 qui vient, en fait, de process bio, en quelque. Et il faut combiner tout ça pour faire le fuel synthétique. Eh ben, au Japon, par exemple, ils ont décidé que pour l'instant, le CO2 ne serait pas biogénique dans la première étape. Ils sont pragmatiques. Et c'est un vrai sujet, parce qu'en Europe, on veut absolument avoir le produit le plus pur qui va régler le problème à 100%. Il coûte très cher, il est compliqué à faire, et donc, au passage, si je dois faire des fuels synthétiques en ce moment, je n'investis pas en Europe,
J'investis aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les avantages fiscaux pour fabriquer ces molécules sont tels que j'ai aucune raison de le faire ici, il faut que je le fasse là-bas. Donc tout ça, c'est un sujet. Alors vous aurez, on les fabriquera. Effectivement, il faut qu'il y en ait. Les coûts baissent quand il y a des grands volumes. Hein, c'est assez simple. Plus on en fera, plus on arrivera à baisser les coûts. Mais il ne faut pas rêver. À la fin, ça se traduira par un impact. Alors, dans l'aérien, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'état d'âme. Pardon, Anne, même si je sais qu'elle défend ses clients. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que 90% des clients d'une compagnie aérienne sont parmi les 10% les plus riches de n'importe quel pays. Et donc, quelque part, si on n'arrive pas à faire cette transition-là, je ne vois pas comment on peut convaincre les autres citoyens d'un pays qui roulent avec une voiture de faire leur propre transition. Donc c'est vraiment un domaine où on doit pouvoir le faire parce que finalement l'élasticité de la demande au prix n'est pas très très forte. Donc c'est vraiment pour moi un domaine clé, c'est de rentrer dans cette area. Je vous remercie de dire la même chose que ce que disent les Greta Thunberg que j'ai à la maison. C'est vrai que la jeunesse est très sensible au débat sur le prix de l'avion, sur le fait que ce sont essentiellement les plus aisés qui peuvent prendre l'avion. Donc peut-être Anne Rigail, une réaction là-dessus sur ce que dit Patrick. Est-ce qu'il y aura forcément un impact sur le prix de l'avion et peut-être du coup sur le nombre de voyages? Oui, nous on n'a aucun sujet à dire que effectivement la transition, elle va coûter cher. Donc très clairement, d'ailleurs, on l'a fait puisqu'on a annoncé dès qu'il y a eu un mandat français de SAF une surcharge transparente vis-à-vis du client. Lufthansa vient d'ailleurs juste de nous suivre. Et donc, nous, on pense qu'effectivement, il faut être clair avec le client sur le fait que ça coûtera plus cher. Mais le vrai problème, c'est ce qu'a dit Patrick sur le level playing field. C'est que si nous, on augmente les prix parce que le client aérien a effectivement plus de moyens de payer que les autres, mais quand il a le choix de passer par une compagnie du Golfe ou par Istanbul, qui ne subira pas les réglementations françaises ou européennes, bah, il va quand même faire ce choix-là. Quand vous avez le choix entre Barcelone et New York, non, Barcelone-New York, ça ne marche pas, mais Barcelone-Bangkok, par exemple, de passer par Roissy ou de passer par Doha et qu'il y a un écart de 100 € suivant que vous prenez une réglementation ou pas de réglementation, ou seulement sur la partie Barcelone-Doha, très clairement, le client fait son choix. Donc c'est une compétition de hub. Et donc très clairement, pour nous, l'enjeu, c'est comment on peut absorber ces coûts dans nos business models, parce que déjà aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions entre les ETS et le SAF, avec seulement 1%. On passe à 2% l'an prochain, 6%, ou voire 10% notre ambition en 2030. Donc comment on fait pour embarquer ça dans notre business model? Parce que déjà les autres continents ne raisonnent pas comme ça. En Amérique du Sud, ce qu'ils veulent, c'est le transport aérien le moins cher possible parce qu'il faut démocratiser. Aux États-Unis, le train n'est pas une option. Vous n'allez pas faire 3 jours de train entre New York et San Francisco. Donc, on est dans un transport aérien mondialisé. Patrick l'a dit, hein, quand on arrête des lignes, nous, c'est d'autres qui s'installent. Le hub de Turkish a cru de 25% entre 2019 et aujourd'hui. Donc notre enjeu, c'est comment on fait cette transition de manière volontaire, en étant transparent avec les clients, en disant que ça coûte cher, mais sans voir, comme on l'a vu depuis les 20 dernières années, le trafic se déplacer, soit dans le Golfe, soit en Turquie. Équation difficile. Alors à ce stade de notre discussion, il y a un acteur de la pièce qu'on n'a pas trop appelé encore à la rescousse, c'est le monde de la finance. Alors Thomas Beuberl, on a évidemment envie de vous entendre sur le rôle de l'ESG. Ça peut donner lieu à un échange peut-être entre vous, comme il y en a eu entre Anne Rigail et Patrick, entre vous et Patrick Pouyanné, puisque la question de l'ESG, évidemment, c'est beaucoup en Europe quand même qu'elle est aujourd'hui à la mode. Aux États-Unis, ça a été le cas à un moment, puis c'est un petit peu moins le cas. Et donc se poser la question pour un certain nombre d'acteurs de savoir s'il faut rester en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas viser plus d'investisseurs américains? Est-ce qu'il ne faut pas aller ce côté à New York, par exemple? Bon, Patrick aura peut-être l'occasion de nous en parler. J'ai envie de vous demander, voilà, l'ESG, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est là pour durer? Est-ce que c'est un peu le poignard dans le dos des acteurs de la transition, des entreprises, qui va faire en sorte qu'elles vont devoir accélérer les changements? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans le rythme nécessaire pour le changement climatique. Je pense qu'il ne faut pas du tout raisonner comme ça. Et je vous donne notre raisonnement comme assureur. Je vois d'un côté les investissements, le rendement. Aujourd'hui, une obligation de quelqu'un qui produit du charbon n'a pas plus de rentabilité qu'un beau projet vert. Ça veut dire, là, je ne vois aucune différence. De l'autre côté, je dois regarder les sinistres.
Je vois que des augmentations de fréquences, des augmentations de dégâts. Ça veut dire, pour nous-mêmes, ça ne fait aucun sens de continuer comme ça. C'est pourquoi on a décidé 3 choses. 1, beaucoup plus investir dans la recherche. Ça veut dire notre fonds de recherche, c'est beaucoup plus focalisé sur la transition climatique. 2, d'investir davantage dans cette transition, mais de le faire dans une manière qu'on est clair et net sur le charbon, sorti du charbon tout de suite en 2015, et deuxièmement, accompagner l'industrie dans ce développement. Troisièmement, là, dans l'investissement, on a dit tout ce qu'on investit plus dans le charbon, on va l'investir dans les projets verts. Et pour ça, ça a bien marché. Le rendement n'a pas du tout souffert de ça. Troisième sujet, c'est l'assurance. Et là, on sait que c'est peut-être le facteur le plus important. Aujourd'hui, si vous voulez créer une production de charbon, si aucun assureur, aucune banque, aucun gestionnaire d'actifs vous donne de l'argent, vous trouvez de l'argent. Mais sans assurance, zéro financement. Et c'est pourquoi, par ailleurs, c'est aussi la réaction virulente que Catherine vous avait demandé avant. Je pense sur la partie assurance, et on a commencé fortement avec ça, de dire aussi, on va mettre notre capacité d'assurance sur ces entreprises qui veulent transformer, qui veulent changer le climat, et ceux qui n'ont pas de plan de transition, on veut plus les assurer. Dernière remarque, il y a quand même des sujets institutionnels qui doivent se développer. Je pense, la question du prix du carbone. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bon, c'est cher le SAF vis-à-vis d'autres énergies. La question, est-ce qu'on a vraiment le bon prix du CO2 ? 2, la question des marchés de crédit carbone. Si je vois aujourd'hui que je peux donner 50% de la déforestation que je n'ai pas fait comme certificat CO2 pour compenser des émissions, je pense qu'il faut plus de règles claires dans ce marché. Et troisièmement, il faut certainement aussi que les États se déclarent qu'est-ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, pour les institutionnels, il y a beaucoup de capital qui est dirigé vers le financement de la dette des États. Ça veut dire que le financement dans la transition climatique souffre de ça. Si demain, les États disent « OK, on va vous autoriser de basculer plus vers la transition climatique », on pourrait même faire mieux. Mais ça veut dire, à Bruxelles, les gens doivent décider sur les filtres, qu'est-ce qui va à gauche et à droite. Une question simple et peut-être une réponse directe. Est-ce que vous pourrez encore demain financer Total Energy ? Est-ce que c'est un sujet ? On voit bien qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui disent en Europe, je ne veux plus financer le secteur oil and gas, comme on dit. Du coup, ils se tournent souvent vers des investisseurs qui sont peut-être moins regardants, en tout cas qui n'ont pas les mêmes règles aux États-Unis. Alors, il est vrai qu'on est devenu beaucoup plus sélectif. On fait à peu près 5% de notre engagement de l'époque. Il y a des entreprises qui sont très développées et très déterminées dans la transition, donc Total. Et c'est pourquoi on se focalise sur les acteurs qui ont ça en tête et qui ont montré des plans de transition crédibles et en implémentation. Ceux qui ne le font pas ont plus de financement ou de l'assurance. On peut peut-être entendre Patrick Pouyanné nous répondre sur cette question-là. Et y a-t-il un lien avec le fait que vous avez abordé la cotation à New York ? Le lien, c'est qu'il y a moins d'actionnaires européens, plus d'actionnaires américains. C'est assez simple. Moi, je ne fais que regarder ce qui se passe. On est déjà coté à New York, donc tout ça, c'est encore une polémique dont adorent les Français. Enfin, c'est assez ridicule. On est déjà coté à New York. La seule question, elle est technique, c'est est-ce qu'au lieu d'avoir des certificats de dépôt, des ADR, ils auront des actions. Ils auront des actions et tout sera, et qui seront aussi cotés à Paris, à Bruxelles, à Londres. Je n'ai pas besoin d'en faire tout un. Mais ça, on aime bien ce polémique française, c'est assez étonnant de temps en temps. Enfin, Total Energy déclenche les passions, je le sais. C'est assez amusant aussi en même temps. Il faut être serein. Voilà, non. Par rapport à tout ce qu'a dit Thomas Buberl, moi, le seul message que je veux dire aux Européens, c'est que la question aujourd'hui, encore une fois, c'est que cette affaire, c'est l'affaire du label ISR en France, a été abordée de façon très dogmatique, encore une fois. Parce qu'effectivement, nous faisons de l'oil and gas, mais aussi des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables représentent 1/3 de mes investissements aujourd'hui, 1/3. Nous allons financer dans les
6 prochaines années, entre maintenant et 2030, 80 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables. Voilà ce que nous allons financer, faire en sorte de construire 80 milliards d'investissements. C'est absolument massif. Alors les gens me disent que c'est jamais assez, mais 80 milliards pour une entreprise comme la nôtre, on est les seuls maintenant parmi les pétroliers, puisque tous nos collègues sont en train de faire marche arrière. Il y avait les Américains qui ne se sont jamais lancés, mes 2 collègues anglo-saxons, d'ailleurs, ils ont annoncé cette semaine, coup sur coup, l'arrêt de 2 projets pour faire des SAF, l'un en Allemagne, l'autre aux Pays-Bas. On est les seuls à continuer à investir, et comme on est français, qu'on adore entre guillemets, s'auto-flageller, ben, c'est ici qu'on m'accuse d'être le moins climato-compatible. Je suis désolé, c'est frustrant. Donc nous, on a notre stratégie, on va continuer. C'est vrai que j'ai des actionnaires qui, de temps en temps, me demandent pourquoi j'investis autant dans ces énergies renouvelables qui rapportent moins aujourd'hui que le pétrole, mais dans 10 ans, elles rapporteront plus. Et moi, ma mission, c'est d'assurer, Total fête ses 100 ans, d'assurer la longévité d'entreprise. C'est une profonde stratégie. Elle n'est pas pilotée par l'ESG, pas quoi. Elle est pilotée profondément par notre appréciation de l'évolution de la demande. On est sur des marchés pétroliers et gaziers dont on sait qu'ils vont aller, notamment pétrole, vers un pic et puis ils vont décliner. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte que cette entreprise poursuive et soit engagée et contribue à ce changement climatique. Donc, on y contribue massivement. Je sais que c'est jamais ici à Paris. Les journaux anglo-saxons cette année, le Financial Times, l'Economist, ont salué ce que nous faisions en disant que c'était, pour une fois que les journaux anglo-saxons saluent une entreprise française, j'aurais bien aimé le voir également en France. Ici, visiblement, nul n'est prophète en son pays. Maintenant, on avance, on le fait. Encore une fois, nous allons financer 80 milliards de projets d'ici 2030 dans les énergies renouvelables. Ça, c'est la réalité et nous avons déjà 25 gigawatts. Si vous prolongez la courbe, Patrick, et si on prolonge la courbe pour le marché, puisque notre question, c'est la sortie des énergies fossiles, est-ce qu'il y aura un jour une dernière goutte de pétrole ? Oui, il y aura, même si, même dans les plans à 2050, on voit encore 20% d'énergie fossile. Faut pas... Mais il faudra des marchés, comme l'a dit très bien Thomas, pour être net zéro, il faut des puits de carbone. Pour des puits de carbone, il faut organiser le marché de ces puits de carbone, de ce qu'on appelle les crédits carbone. C'est urgent maintenant. Or, on n'arrive pas à se mettre d'accord, là encore, pour des raisons dogmatiques, parce que un certain nombre d'organisations considèrent que si on organise le marché carbone, c'est pour éviter de sortir des fossiles. Non, c'est simplement parce qu'il faut qu'on développe l'économie de ces puits de carbone. Et d'ailleurs, arrêter de déforester la planète, ça serait une première chose, ça coûte $10 la tonne, le carbone de la déforestation. Je me demande bien pourquoi on n'arrive déjà pas à faire ça. Ça serait déjà une première étape qui serait bonne en plus pour la biodiversité, pour plein de sujets. Donc il y a plein de raisons, bonnes raisons pour le faire. Donc le monde d'après, c'est quoi ? Pour nous, c'est d'être de plus en plus électricien. On l'a décrit, il y a un document qui dit une vision de Total en 2050. En 2050, Total, l'idée, c'est qu'on produira plus de 50% d'électricité, à base renouvelable essentiellement, mais qu'on produira aussi des molécules bas carbone, des SAF, de l'hydrogène, tout un tas des fuels synthétiques, sans doute, et qui restera dans notre mix, comme au niveau mondial, puisque la référence qu'on a, c'est le scénario net zéro de l'AIE, à peu près 25% d'énergie fossile. C'est la vision qu'on a. Après, il faut que tout ça, ça se construise, ça demande d'énormes investissements. Les 35% que nous allons consacrer d'ici 2030 à toutes ces électricités et énergies renouvelables, ça passera au-delà de 2030 sans doute à 50% et ça croîtra avec le temps. Il faut en même temps, la condition, c'est qu'on veut accompagner la demande de l'autre côté. Donc il faut que les technologies, parce qu'encore une fois, comme l'a très bien décrit Anne, l'exemple des avions, les nouveaux avions consomment moins, c'est ça la meilleure façon de faire baisser. Il faut être efficace, les nouvelles voitures seront électriques ou hybrides, etc., on consommera moins. Moi, je n'ai pas de problème qu'on consomme moins. J'ai d'autant moins de problèmes que Total Energy produit aujourd'hui le pétrole parmi le moins cher au monde, puisqu'on a décidé de positionner tout ce qu'on fait dans le pétrole, ça coûte moins de $20 du baril, notre pétrole. Donc moi, je peux faire face à une baisse de la demande. Donc je dirais c'est ça l'enjeu. Donc le monde d'après, il sera largement électrifié, oui, il faut électrifier les process, mais il sera aussi avec un certain nombre de molécules, parce qu'on a besoin d'autres énergies. Il faut beaucoup d'énergie. Donc ce monde-là, il faut avancer. Mais c'est vrai que, pour reprendre pour vous, il ne va pas se passer du jour au lendemain. Parce que tout ça, c'est... Alors la bonne nouvelle, je regardais les chiffres, c'est qu'en 2023, le monde a investi à peu près 1000 milliards dans les fossiles. Il a investi autant dans les énergies bas carbone. 1000 milliards. Alors en fait, les 2000 milliards doivent devenir 3000 milliards. Parce qu'on a besoin de 1000 pour maintenir encore le système. Il faudrait qu'on ait 2000, voire 3000 dans la partie bas carbone. C'est cette partie-là qu'il faut qu'on fasse croître et qu'on accélère la croissance. Au passage, il y en a un qui ne baisse pas du tout, c'est l'investissement dans le charbon. On n'arrête pas de dire que le charbon est l'ennemi. Moi-même, comme Thomas, j'ai fait sortir Total Energy, c'est une de mes premières décisions en tant que PDG du charbon en 2015.
ben, les investissements dans le charbon, ils sont toujours les mêmes, 200 milliards par an. Et pourquoi? Parce que c'est l'énergie la moins chère. C'est le moins cher. Et que vous avez des tas de pays émergents, pas seulement la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, qui cherchent de l'énergie la moins chère parce que eux, leur problème, c'est l'accès à l'énergie de leur population, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et c'est ça le monde. Et est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen, nous, pays occidentaux, de payer 200 milliards, entre guillemets, à ces pays-là pour leur dire arrêtez de faire votre charbon et faites une autre énergie qui sera moins fossile. Voilà, ça fait partie des transitions. Au passage, à Dubaï, il y avait un progrès sur un sujet dans tout l'accord, c'est qu'on a reconnu le gaz comme un fuel de transition pour autant qu'on abatte les émissions de méthane. Et ça, c'est un truc très pragmatique, mais quand on fait des centrales au gaz, ben on fait 2 fois moins de CO2 qu'avec une centrale au charbon. Donc déjà, si on arrivait à faire cela, on progresserait, on abattrait la moitié de ces émissions de charbon. Voilà. Thomas, ce monde d'après, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui qui va mal. Le monde d'aujourd'hui va mal avec, on le voit, les conséquences politiques partout. Et je rebondis sur ce que dit Patrick Pouyanné. Ce monde d'aujourd'hui qui va mal, il veut de l'énergie moins chère, pas chère, simplement pour pouvoir vivre, se déplacer, se chauffer. Comment on fait face à cette pression des opinions publiques? Est-ce que là, aujourd'hui, on est à Aix-en-Provence, c'est vrai que le soleil revient, on est tous entre nous, mais en même temps, on voit bien que partout, ça craque. On est au bord d'un précipice, on le sent bien. Je ne veux pas dire qu'on est sur le Titanic et la musique continue jusqu'à ce que ça s'arrête, mais c'est des bruits que j'ai entendus à Aix-en-Provence cette année. On est un peu sur le Titanic, ou alors c'est un peu comme ce film Don't Look Up. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour le social. Vous qui êtes évidemment un observateur et un acteur de tout ça, comment vous, je pense aussi à l'Allemagne, hein, qui s'interroge à ce qui se passe en France beaucoup, sans vouloir faire de politique, quel regard vous avez sur cette situation du monde d'aujourd'hui? Non, je pense c'est ce qu'il faut vraiment, c'est par État un plan de transition et un plan de transition concret avec où est-ce qu'on est aujourd'hui et quelles sont les étapes précises pour arriver à un monde différent. Et si vous prenez par exemple mon pays de naissance, qui a eux le sujet du gaz russe et du remplacement, là, ils ont eu du mal à vraiment réfléchir la totalité de la chaîne parce que si on veut avoir du GLN, oui, il faut des terminaux, mais il faut aussi des bateaux et autres. Et c'est plus cher. Et c'est plus cher, ça coûte 5 fois plus cher que le gaz russe. Et je pense cette question de vraiment travailler sur la transition de chaque pays et qu'est-ce qu'on fait en gardant l'équilibre social. Et je veux dire, on a évoqué le sujet aussi, qui doit payer les factures. Je pense, j'ai vu aujourd'hui aucun pays qui a bien réfléchi à ça, sauf la Suisse. Par exemple, la Suisse, ils ont fait leur taxation de carbone dans le sens que les pollueurs payent le plus. La taxe est après redistribuée, ça veut dire qu'il reste 0 pour l'État, mais la taxe sert à mieux servir l'équilibre social. Et je pense qu'il faut plus s'inspirer des pratiques qui ont déjà marché et chaque État doit avoir une stratégie, mais un plan de bataille concret pour cette transition. J'ai vu aucun État, sauf la Suisse, qui l'a. Andriga, et la transition juste, est-ce que c'est le seul moyen d'éviter que le Titanic tombe sur l'iceberg? En tout cas, c'est la seule façon de continuer à le faire en maintenant les acteurs effectivement européens, en ne les affaiblissant pas, d'autant plus qu'on montre la voie, je crois, hein, les autres nous regardent. Et donc, si on n'arrive pas à achever cette transition, à l'incorporer dans nos business models, on n'y arrivera pas. On a aussi des comportements, des évolutions de comportement qui sont fortes en Europe, qu'on ne voit pas ailleurs. Ailleurs, on voit en Inde 1000 avions qui sont commandés par les 2 grandes compagnies. Aux États-Unis, le sujet du climat, il existe, mais il ne pèse pas sur l'économie, puisqu'il y a des incentives partout. Et donc, on a un enjeu à accompagner les changements de comportement de nos clients. On l'a vu sur le domestique, 40% de demandes en moins violemment, hein, post-Covid. Il faut restructurer, il faut accompagner, il faut faire plus d'interconnectivité avec le train, je l'ai dit. Il faut aussi que nos clients acceptent aussi de manière volontaire d'acheter du SAF parce que ça nous aide dans la transition, ça commence. Il y a des entreprises qui veulent baisser leur scope 3 en achetant du SAF pour leur voyage. Elles peuvent, on a des certificats et qui leur permet de effectivement baisser leur scope 3. Des clients individuels, on fait des tarifs maintenant où on mixe du SAF. Et donc il y a des clients qui avaient décidé de ne plus prendre l'avion et qui se disent finalement je vais prendre de l'avion en mettant
20, 50, 100% de SAF. Voilà, on voit ces comportements, ils ne sont pas majoritaires en individuel, ils commencent à être vraiment prégnants au niveau des entreprises qui veulent baisser leur empreinte carbone. Mais je crois que la transition, effectivement, elle se fera progressivement. Pas de réglementation locale qui tuerait les acteurs européens qui, du coup, ne pourraient plus montrer la voie, et une compréhension, je dirais, progressive de ce que le coût de la transition veut dire et de comment partager ce fardeau. Patrick Pouyanné, sur ce monde d'aujourd'hui qui annonce un monde d'après, vous avez dit tout à l'heure que Total Energy est souvent la cible. Bon, c'est vrai que vous avez bien expliqué que vous faites des efforts de transition, mais il y a une politique que vous avez décidée qui a eu beaucoup d'impact, c'est la décision des carburants à moins de 2 euros. J'ai dit une fois que vous aviez réinventé la TIPP flottante. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte politique dont vous avez un peu parlé, c'est un sujet aujourd'hui, ce prix des carburants, sur lequel vous allez pouvoir maintenir longtemps cette situation? Oui, j'ai trouvé que la tribune de Jean-Hervé Lorenzi, dans la tribune, c'est le cas de le lire. La tribune dimanche. La tribune dimanche, j'invite tout le monde à la lire. Jean-Hervé nous dit, 1, il faut croire au progrès. 2, c'est les entreprises qui ont, et je le crois de plus en plus, qui dans ce monde compliqué, fracturé, ont sans doute un rôle de plus en plus important à assumer. Cette décision que j'ai prise, elle n'est pas totalement rationnelle économiquement. Je l'ai faite qu'en France d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quelque part, je vois bien que face à cette question du prix de l'énergie, il y a une colère qui monte, notamment, elle s'applique à qui? Finalement, ce plafond, il s'applique à qui aujourd'hui? Il s'applique à tous les territoires ruraux. Parce que quand j'amène de l'essence dans des stations dans le Massif central, ça me coûte beaucoup plus cher la logistique que quand je l'amène à Paris. Donc c'est une politique qui, quelque part, alors, a complètement rencontré l'assentiment des Français, ça c'est clair. Elle correspond quelque part à une forme de responsabilité sociale de l'entreprise, auquel je crois. Je pense que dans ce débat-là, on doit intervenir avec des actes concrets, nous les entreprises. On ne peut pas simplement dire tout ça, ce n'est pas notre problème, parce que c'est notre problème. Nous vivons dans cette société, nous, nos entreprises françaises, donc nous devons pouvoir agir. De la même façon, j'ai pris une décision, je ne l'ai pas popularisée par les médias, mais il se trouve qu'il n'y a aucun employé chez Total Energy qui a moins de 2 000 € par mois, alors que j'avais découvert que ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Donc on peut faire des choses, on doit faire des choses, parce que c'est aussi une contribution positive. Et je pense qu'il faut que le débat français revienne vers du positif. On a plein d'atouts dans ce pays, on a une capacité à s'auto-flageller, et du coup à entretenir une espèce de fracture on a plein d'atouts. Donc regardons nos atouts, positivement, les entreprises doivent effectivement s'engager, on n'est pas extérieur à ce qui se passe. Nos employés, moi j'ai 35 000 employés en France, bien évidemment, on est concerné par tout ce qui se passe. Donc voilà ce que je crois qu'il faut faire. Il faut qu'on affirme ce rôle et qu'on le mette en œuvre, pas seulement dans des discours, mais par des actions concrètes. Donc cette mesure, oui, elle est là, oui, elle va rester. J'envisage même d'ailleurs, pour ceux qui seront à la fois abonnés à Total Energy, parce que c'est Total Energy, gaz, électricité, et qui ont acheté de l'essence, peut-être de le baisser, ce plafond, pour montrer à tout le monde que c'est toutes les énergies chez Total Energy. Voilà, donc je pense que c'est vraiment fondamental, et merci Jean-Hervé d'avoir signé cette tribune. Je pense qu'elle peut alimenter vos conclusions. On arrive à la fin de notre débat. Vous avez vu, cher Jean-Hervé, ça s'est bien passé. On a même cité Jean-Hervé Lorenzi à la fin. Kathleen, 2 fois. Kathleen, vous avez le progrès. Kathleen, vous avez... On a cité le progrès. On a cité le progrès. Et évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans ces moments compliqués, merci de nous avoir entendus. Peut-être, Kathleen, un mot de conclusion, mais vraiment 1 seconde. 1 seconde. Donc pour moi, le prix du carbone, vous l'avez dit, c'est ce qui éviterait que ce soit les États qui décident des technologies, c'est ce qui ferait qu'il y ait un business model réel pour la transition. Donc mettre un prix du carbone qui reflète vraiment le coût social, ça c'est le premier point. Et deuxième point, comme vous l'avez dit, le problème est un problème mondial. Il faudrait que les pays développés comprennent que c'est dans leur meilleur intérêt de financer la transition dans les pays en développement, en Inde, en Afrique, et mettre de l'argent pour leur faire passer les technologies appropriées, etc. Je crois que c'est ça les deux points sur lesquels j'aimerais conclure. Merci beaucoup à vous tous, à vous 4. Bonne journée.